Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à aborder la question qui a suscité beaucoup de questions auprès de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Et nous abordons aujourd'hui avec Maître Catherine Zbil, avocate fiscaliste au barreau de Bruxelles et professeure du droit fiscal belge et du droit fiscal international, le projet de loi 77-19 relative à l'application de la convention signée par le Maroc en date du 26 juin 2009 et qui n'a pas encore été adopté malgré les préoccupations grandissantes des Marocains résidant à l'étranger quant à sa mise en œuvre. Ce projet est toujours à l'étude par la commission parlementaire permanente chargée des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger. La première question que nous pouvons poser d'une manière générale, lorsqu'un consensus n'a pas pu être trouvé entre les parlementaires d'un État concernant l'adoption d'une loi rendant applicable une convention internationale, sera-t-il suffisant pour que le gouvernement de cet État renonce à cette convention et informe les autres États signataires de cette convention qu'ils n'adhèrent plus à cette convention? Maître Zbil. Alors, on ne peut pas vraiment parler de renonciation. En fait, quand un État signe une convention, il doit ensuite prendre les mesures pour que cette convention entre en vigueur dans l'État. En Belgique, pour qu'une convention signée par l'administration ou par l'État belge rentre en vigueur, elle doit être ratifiée par tous les parlements. Et donc, on a le même processus qui s'applique en présence d'une convention impliquant au minimum 2 États. Cette convention n'entre en vigueur qu'après ratification par les parlements de tous les États concernés. Ce qui signifie que si un Parlement ne vote pas cette ratification, la convention n'entre pas en vigueur. Et par conséquent, il ne sort pas ses effets. Et la convention ne sort pas ses effets. Et c'est donc l'ancienne convention, si une telle convention existe, c'est donc cette ancienne convention qui reste d'application. Donc, si la loi 77-19 en question rendant applicable la convention multilatérale signée par le Maroc le 25 juin 2019 n'est pas adoptée par le Parlement marocain, pensez-vous que le gouvernement marocain peut renoncer tout simplement à cette convention? Et si c'est le cas, quel est l'impact de cette renonciation sur l'image du Maroc vis-à-vis de ses partenaires? Alors, il y a 2 questions dans cette question. La première question, c'est, comme je disais, la convention nouvelle n'entre pas en vigueur puisqu'il n'y a pas de ratification. Et ce sont les conventions antérieures qui restent d'application. Et puis une deuxième question, quelle est l'image que donne un pays dont le Parlement ne ratifie pas une convention? Mais ça, ce n'est pas une question de fiscalité, c'est une question de politique. Et à cette question, moi, je ne peux pas répondre. Très bien, je prends note, maître. Donc, le but de la deuxième question, c'était dans l'éventuelle renonciation à cette convention, est-ce que cela ne constitue pas une contradiction avec le fait que le Maroc est déjà membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales? Donc il y a déjà le fait que le Maroc est déjà membre d'un forum mondial qui favorise la transparence fiscale et la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc c'est dans ce sens que j'ai posé cette question. Le Maroc va se trouver dans une position un peu délicate s'il n'adopte pas cette convention. C'est une position qui est tout à fait non seulement délicate, mais qui est également un peu contradictoire. Parce que si le Maroc adhère à d'autres instruments multilatéraux et puis ne prend pas les mesures pour que cette convention rentre en vigueur, alors que tous les instruments, traités, conventions, etc., prévoient des échanges de renseignements, c'est tout à fait contradictoire.
Mhm. Vous, en tant que professeur de droit fiscal international, quelle est votre lecture à ces conventions internationales initiées par l'OCDE dans le cadre de l'échange automatique des renseignements et dans le cadre de la transparence fiscale au niveau mondial? Il faut bien se rendre compte que l'existence de tous ces instruments, conventions, traités, etc., a été initialisée par le G20. Mhm. Et donc aujourd'hui, soit on décide d'être au banc de la société en disant je ne respecte pas, je vais signer des conventions mais je ne vais pas les appliquer. Et dans ce cas-là, je vais subir des pressions internationales extrêmement lourdes et difficiles. Soit je signe et je respecte mes engagements. Et aujourd'hui, on constate qu'au niveau de l'OCDE, le nombre d'États signataires est élevé puisque en mai 2023, il était de 168 États membres et donc on va de manière irrémédiable vers des échanges de renseignements qui sont extrêmement clairs et précis. On aura des échanges sur demande, des échanges spontanés et des échanges automatiques. On aura également des informations qui seront transmises en matière d'identification des personnes et celui qui aujourd'hui, dans sa déclaration fiscale belge, ne fait pas état de l'existence d'avoirs en dehors du territoire belge, peu importe le pays où ça se situe, s'expose à de gros problèmes dans l'avenir parce que l'obligation de déclarer quand on a des avoirs à l'étranger, peu importe où, cette obligation, elle existe depuis très longtemps puisque je rappelle que, indépendamment de la nationalité, tout résident fiscal belge est taxable sur son revenu mondial. Maître, si vous me permettez, je vais maintenant aborder des questions, on va dire pratico-pratiques. Donc, quel est l'impact qu'aura cette convention dans le cas où il rentre en vigueur sur les contribuables belges ayant des avoirs au Maroc? Donc, vous venez de le rappeler, il y a l'obligation de déclaration, mais concrètement, quel est l'impact sur les Marocains résidant en Belgique, ayant des biens immobiliers au Maroc, ayant des avoirs sur des comptes au Maroc, comment ils doivent déclarer ces revenus. Est-ce que le capital qui est mis, j'ai entendu quand même beaucoup de confusion par rapport à cette question. Les gens ils pensent qu'ils seront taxés sur le capital sur l'épargne, donc l'argent qui est déposé sur le compte au Maroc, ce qui est tout à fait faux. Mais concrètement, comment s'articule cette déclaration des revenus et des biens qui se trouvent à l'étranger? Alors, je vais faire une différence entre les revenus mobiliers et les revenus immobiliers, donc les mobiliers et les immobiliers, et puis je parlerai également du capital. J'ai dit que tout contribuable est taxé sur son revenu mondial s'il a la qualité de résident fiscal belge, indépendamment de sa nationalité, il est taxé sur son revenu mondial. Il peut avoir des revenus immobiliers. Alors ces revenus immobiliers, ce seront par exemple des terrains ou bien des bâtiments qui se trouvent ici en l'espèce au Maroc. Je rappelle que... Peu importe s'ils sont loués ou pas loués, s'ils sont mis en location ou pas. Absolument. Oui. C'est le fait d'avoir un bien immeuble à l'étranger, ici au Maroc. Et donc je rappelle que nous avons une loi de février 2021 qui impose à tout contribuable belge de déclarer les avoirs immobiliers qui se situent en dehors du territoire belge. Et donc si la convention entre en vigueur, on recevra en Belgique, en tout cas l'autorité fiscale belge recevra des informations de l'autorité fiscale marocaine. En ce qui concerne les avoirs mobiliers, je pense essentiellement aux comptes bancaires au sens large. Je rappelle que tout contribuable belge ayant des comptes à l'étranger est tenu de faire une déclaration au point de contact central de la Banque nationale.
Si maintenant une telle déclaration n'est pas faite et que l'administration a connaissance de l'existence des comptes, à l'occasion notamment de l'entrée en vigueur de cette convention, elle va interroger le contribuable. Il va être rectifié en cas de revenus mobiliers qui n'ont pas été déclarés. Ça veut dire qu'on vise ici les intérêts et les dividendes essentiellement, mais il se pourrait aussi que l'administration pose des questions sur l'origine des fonds. Et dans ce cas-là, un risque de taxation indiciaire n'est pas exclu. Pourriez-vous expliquer brièvement le principe de la taxation indiciaire? Alors, la taxation indiciaire, c'est l'un des modes de preuve spécifiques au droit fiscal belge et qui permet à l'administration de présumer qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et pour ce faire, elle se réfère à des indices à l'existence d'avoirs en possession du contribuable. Je vais prendre quelques exemples. Si l'administration constate qu'un contribuable a un compte bancaire bien garni et que l'année qui précède, ce compte bancaire n'existait pas, elle va présumer que les avoirs se trouvant sur ce compte proviennent de revenus perçus au cours de cette année. Et donc le contribuable va devoir justifier l'origine de ces revenus. Si maintenant le contribuable réalise une opération immobilière, l'administration peut également poser la question en se demandant comment cette acquisition a été financée et s'il n'y a pas de financement extérieur, présumer que les fonds utilisés pour l'acquisition du bien sont des fonds qui ont été acquis au cours de l'année de l'achat. Et cette présomption est-il irréfragable? Le contribuable peut la renverser ou il peut absolument la renverser absolument, mais pour ça, il doit apporter des preuves ou en tout cas un faisceau d'éléments graves, précis, concordants qui vont permettre de renverser la taxation que l'administration se propose de faire. Maintenant, on peut également s'opposer ou réagir négativement par rapport à un risque de taxation indiciaire en démontrant que l'administration agit de manière arbitraire, en ce sens qu'elle n'a pas égard à des informations pourtant en sa possession, par exemple. Il faut simplement préciser également que le capital qui est transféré depuis la Belgique, par exemple, sur un compte domicilié au Maroc, si ce capital est le fruit du travail, c'est-à-dire le salaire qui a déjà subi une taxation, ce salaire, ce capital qui est déjà transféré ne doit pas faire l'objet d'une déclaration en Belgique, sinon il fera l'objet d'une double imposition. Et simplement ce qu'on demande, ce que la Convention demande, ce que la législation fiscale demande, c'est simplement renseigner si le contribuable belge a un compte à l'étranger. Point. Donc les gens, parfois, ils ont peur de déclarer un compte à l'étranger parce qu'ils pensent qu'ils vont subir une taxation sur le solde de ce compte. Oui, alors parmi les informations qui vont être échangées, il y a des informations relatives au solde du compte. C'est également applicable dans la législation belge où l'administration va connaître le solde des avoirs des comptes bancaires au 30 juin et au 31 décembre. Donc, de grosses variations peuvent être sujettes à question. Maintenant, pour les comptes bancaires qui sont détenus au Maroc, il n'y a aucun problème si on peut démontrer qu'il y a eu des transferts bancaires de la Belgique vers le Maroc. Le problème se rencontre dans deux hypothèses. Ce sont les personnes qui, rentrant dans la famille au Maroc, ont pris des espèces, de l'argent en liquide, donc du cash avec elles, et qui ont déposé cet argent au Maroc. Il n'y a pas eu de transfert bancaire. Et puis, il y a également un problème qui est un problème belge en cas de rapatriement des fonds. La question qui m'a été posée également, c'est que au Maroc, on a encore un usage très fréquent du cash.
C'est pas comme en Belgique, c'est pas comme en Europe. C'est-à-dire, il y a des gens parfois qui vendent des maisons, qui l'ont acheté il y a 10, 15, 20 ans, et que ces maisons ont pris de la valeur, et que suite à l'annulation de ce bien, il y a une grosse plus-value qui est dégagée. Cet argent est bien évidemment versé sur le compte au Maroc. Maintenant, il va falloir justifier la provenance de ce montant. Si on dit que c'est suite à une vente, la plus-value, rappelons qu'elle est taxable au Maroc, donc, si je comprends bien, le contribuable belge n'a rien à risquer, même en déclarant ce compte avec un montant assez élevé qui provient de la vente d'un bien immobilier. Absolument, à partir du moment où le contribuable peut démontrer que l'argent provient d'une vente immobilière, et je ne connais pas la législation marocaine. Il y a une taxation, ce qu'on appelle la TPI, donc la taxe sur la plus-value immobilière, oui. Normalement est due par le vendeur au moment de la vente du bien, et ce montant normalement est encaissé à la source par le notaire et reversé au Trésor marocain. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez prononcé un mot qui est très utile pour moi, c'est qu'il y a l'intervention d'un notaire marocain. Et donc, à partir du moment où un notaire intervient pour une opération immobilière, on peut déterminer de manière claire et précise l'origine des fonds. Et en principe, je dis bien en principe, ça ne pose aucun problème pour rapatrier les fonds en Belgique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé le mot en principe? C'est parce que aujourd'hui, même lorsque l'on a des fonds qui ont fait l'objet d'une DLU, donc d'une déclaration libératoire, que tout a été déclaré, les banques sont extrêmement frileuses lorsque un client arrive en disant je vais ouvrir un compte et je vais y verser le montant du produit de la vente. Si le compte existe et que l'opération, enfin que l'argent vient du Maroc, le titulaire du compte doit s'attendre à être convoqué par son banquier et à devoir se justifier. C'est la raison pour laquelle il est utile qu'il prenne à ce moment-là l'acte notarié et tout acte montrant que cela correspond à une opération normale. Très bien, merci pour cet éclaircissement. Toujours par rapport à cette convention, est-ce que le fisc belge peut-il avoir un recours spontané aux dispositions de cette convention et utiliser cette convention comme une arme pour évoquer une fraude fiscale et revenir 10 ans en arrière pour rectifier les déclarations fiscales déjà introduites? Donc maintenant, peut-être je vais recadrer la question. Admettons que demain cette convention sera adoptée par le Maroc et que le Maroc commence à échanger des informations avec la Belgique. Donc le fisc belge va essayer d'accentuer les contrôles sur les citoyens, on va dire, d'origine marocaine pour vérifier s'ils ont des biens à l'étranger et que suite à ces informations, il peut activer soit l'article 344 ou d'autres articles qui concernent la fraude fiscale pour dire voilà, j'ai assez d'éléments concordants et graves qui démontrent qu'il y a une opération de fraude fiscale avérée et moi, fisc belge, je reviens selon les nouvelles dispositions du droit fiscal, revenir 10 ans en arrière pour rectifier les déclarations d'il y a 10 ans. Sinon, ça sera un vrai tsunami. Alors, théoriquement, l'administration pourrait invoquer qu'il y a de la fraude. Maintenant, la charge de la preuve de la fraude incombe à l'administration. D'autres termes, si l'administration estime être face à une situation où le contribuable a commis une fraude, c'est à elle, l'administration, de rapporter l'existence de la fraude. Tout le débat, c'est de savoir si le fait de ne pas déclarer l'existence d'un bien immobilier ou d'un compte bancaire au Maroc est constitutif de fraude. Toute la question va tourner autour de ça. Maintenant, on observe en pratique que s'il s'agit par exemple d'une maison qui est héritée parce que
les parents sont décédés et que cette maison est détenue par les frères et sœurs, la base imposable en Belgique finalement est assez faible. Et je ne pense pas que l'administration, lorsqu'elle se rendra compte que finalement les montants en jeu ne sont pas tellement importants, je ne crois pas qu'elle va aller au-delà d'un délai d'imposition, d'un délai de contrôle, pardon, de 3 ans. Mais je ne peux pas exclure que l'administration, estimant se trouver en présence de fraude et en présence d'une présomption de fraude, voire d'éléments de fraude, je n'exclus pas qu'elle revienne sur une durée de 10 ans. Oui. Rappelons à ce sujet que lorsqu'un contribuable marocain résident en Belgique qui a des biens à l'étranger, au Maroc par exemple, il a l'obligation de déclarer ce bien en Belgique, mais pas pour autant qu'il va subir une taxation, parce que le bien a déjà été taxé au Maroc, donc on va simplement renseigner dans la partie qui concerne les revenus immobiliers, donc c'est le code 1106, le revenu cadastral, donc c'est-à-dire la valeur annuelle moyenne que ce bien au Maroc est censé générer comme revenu. Donc là aussi c'est une autre problématique, comment on va déterminer cette valeur locative. Et puis, une fois on détermine cette valeur locative, on va la renseigner dans la déclaration fiscale belge. Et puis, il y a une autre case dans laquelle on va renseigner le même montant pour dire, attention, cette valeur locative immobilière provient d'un bien situé à l'étranger avec un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition. Et par ce fait, ce bien il sera exonéré. Donc, en général, le contribuable marocain ou belge qui détient des biens à l'étranger ne risque pas grand-chose. Simplement, il y aura une augmentation, si on peut dire, dans le taux progressif d'impôt, mais le bien en soi ne va pas subir une deuxième taxation. Non. Pour les biens immeubles, je dirais le risque est faible. Pour les biens meubles, attention, avez-vous des comptes bancaires à l'étranger? Quels sont les apports sur ces comptes? Je dirais au contribuable, vous auriez dû, parce que c'est la loi, si vous avez un compte bancaire à l'étranger, outre le fait qu'il est nécessaire de faire une déclaration au point de contact central de la Banque nationale, il faut déclarer les intérêts quand le compte génère des intérêts. À certains montants, hein, donc il y a des plafonds. Oui, absolument. Voilà. Donc, juste par rapport au point de contact de la Banque nationale, je rappelle que c'est une procédure que tout le monde peut le faire. Les gens n'ont pas besoin de s'adresser à un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Eux-mêmes, ils peuvent simplement aller sur le site de la Banque nationale. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien et ça va prendre grosso modo 1 à 2 minutes maximum. Vous allez mettre le numéro de compte étranger, l'adresse de ce compte, votre nom et votre prénom, et vous cliquez sur envoyer et c'est tout. Donc ne pensez pas que c'est une procédure qui est fastidieuse, qui va prendre beaucoup de temps. Tout le monde peut le faire. Moi, personnellement, donc, les gens ils peuvent interpréter ça comme une prise de position. Moi, je conseille les gens déjà commencer à déclarer leur compte à l'étranger avant que cette convention ne rentre en vigueur. Pourquoi? Tout simplement pour que cette déclaration soit spontanée et que le fisc belge prend connaissance de l'existence de ces comptes avant que le fisc belge prend connaissance de l'existence de ces comptes via l'échange automatique des renseignements. Et ça sera malheureusement requalifié comme une déclaration incomplète, voire frauduleuse, avec toutes les conséquences que nous avons abordées précédemment. Alors, je me permets d'apporter une petite précision. Ce sont donc deux choses différentes. Il y a d'une part la déclaration à faire au point de contact central de la Banque nationale, mais quand on remplit sa déclaration fiscale, on mentionne que l'on a un compte bancaire à l'étranger, et puis il y a une petite case qu'il faut cocher en précisant « oui, j'ai fait la déclaration » auprès du point de contact de la Banque nationale. Et par rapport à ce point, on ne mentionne pas le solde dans la déclaration fiscale belge, on ne mentionne pas le solde de ce compte au Maroc, on mentionne simplement que nous sommes titulaires d'un compte à l'étranger, pas nécessairement le Maroc, ça peut être l'Espagne, ça peut être la France, ça peut être n'importe quel pays. Et puis, vous mentionnez donc le titulaire
titulaire de ce compte, soit le contribuable avec son épouse ou le contribuable tout seul. Et puis, il y a une case où vous allez mentionner l'État où se trouve ce compte. Et puis, il y a une autre case, avez-vous déclaré ce compte au point de contrôle, au point de contact de la Banque nationale. Une autre question, maître, ça concerne l'échange de renseignements déjà établi entre le Maroc et la Belgique dans la convention préventive de double imposition signée le 4 mai 1972 ou 1972 et celle signée le 31 mai 2006. Donc, il y a déjà un échange de renseignements prévu par ces deux conventions. Pourquoi aujourd'hui on parle avec beaucoup d'inquiétude sur cet échange prévu entre le Maroc et la Belgique et les autres pays? Donc il n'y a pas que la Belgique qui est concernée par cet échange. Vu qu'il y a déjà un échange qui existe, quelle est la différence entre l'échange prévu dans les articles, je pense, 26 dans la Convention de 2006 et l'article 23 de la Convention de 1972? Alors, je dirais que ce qui met, je crois, les personnes en émoi, c'est que dans un premier temps, les échanges d'informations se faisaient exclusivement sur demande. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'échange d'informations sur demande, mais il n'y avait aucun échange d'informations. Et maintenant, ce qui est neuf, c'est qu'il va y avoir des échanges spontanés. Et il se passera avec le Maroc ce qui se passe avec d'autres États, c'est que l'administration belge recevra de l'administration fiscale marocaine toute une série d'informations concernant des personnes qui ont des intérêts financiers au sens le plus large qui soit au Maroc, mais qui n'ont pas la qualité de résident fiscal marocain, mais de qualité de résident fiscal belge. Merci. Si je vais arriver à ma dernière question, c'est une question, on va dire, comparative entre le Maroc et la Belgique. La Belgique a signé des conventions préventives de l'imposition avec beaucoup d'États. Et ce que j'ai relevé, c'est que la Belgique a signé aussi des conventions qui ne sont pas encore ratifiées. Donc, il y a plus ou moins 24 conventions qui ne sont pas encore rentrées en vigueur. Est-ce que cela a une conséquence pour la Belgique par rapport à ces États? Est-ce que le Maroc peut s'inspirer de cette pratique belge de ne pas ratifier la convention pour gagner du temps et voir dans quelle mesure il peut rendre cette convention applicable? Alors je crois que le retard mis par la Belgique pour ratifier des conventions, et je pense plus particulièrement à une convention qui a été revue récemment, qui est la convention avec la France. Signée le 9 novembre 2021, précisément. Oui, et qui, à ma connaissance, aujourd'hui, n'est pas encore entrée en vigueur pour une simple raison, c'est que nous avons non pas un, mais plusieurs parlements, et que nos parlements doivent tous signer cette convention. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés par d'autres problèmes, tout simplement. Maître Catherine Zbick, je vous remercie pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette rencontre, espérant que nous avons pu répondre à une partie de vos questions. Nous aurons l'occasion d'organiser d'autres entrevues avec d'autres personnes pour encore couvrir cette question qui concerne la convention signée par le Maroc le 25 juin 2019. Restez à l'écoute de nos reportages et espérons vous revoir très bientôt. Au revoir.